Du coup, cette femme Bayam Selam, ce n'est pas l'homme amoureux, mais c'est peut-être un homme qui l'accompagne parce qu'il fait le même business qu'elle ou quelque chose comme ça. Mais parce que là, il y a des sous, les hommes ne sont jamais trop loin non plus. Non, Il faut le dire. non, les hommes sont là. Nous ne les combattons pas, mais nous nous battons encore une fois. Tout à l'heure, vous parlez des politiques publiques. Mon histoire, je l'ai ramenée jusqu'à ma grand-mère pour montrer que ces femmes-là travaillaient dans les marchés où il n'y avait même pas des toilettes, il n'y avait même pas de sanitaire, il n'y avait rien. Elles se débrouillaient comme ça. Aujourd'hui, je vois dans certains pays qu'on améliore les marchés. Et je parle souvent avec certains maires dans certains pays en leur disant il faut améliorer les conditions des Bayam Selam. Parce que c'est leur Les vie. maires M-A-I-R-E. Oui, S. oui, oui. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady Vous Écoute. Aujourd'hui, nous allons partir en voyage dans le monde entier pour parler d'un endroit où les femmes se mobilisent, c'est-à-dire dans le monde entier, vous l'aviez compris. Nous allons parler des Bayam Selam. Vous aurez pendant ces 52 minutes le temps de comprendre ce que cela veut dire et de découvrir qu'autour de vous, certainement, des Bayam Selam, il y en a. Pour mettre ce sujet en orbite, nous avons 4 invités dans cette première partie d'émission. C'est ensemble que nous allons revisiter ce sujet. Merci de les recevoir avec moi. Je vais commencer par vous, monsieur le président de l'Institut Africa, Paul Kananoura. Bonjour. Bonjour madame. Merci pour votre présence sur notre plateau. Vous avez à votre actif au sein de l'Institut Africa plusieurs cycles de conférences et il arrive que vous puissiez donc faire des conférences sur la question des femmes, leur rôle, leur gouvernance et tout ce qui en suit. Vous aurez l'occasion de nous en parler. Merci d'être là. À vos côtés, Madame Merline Junzo, bonjour. Bonjour. Vous êtes business coach, vous êtes présidente directrice générale, vous dites directeur ou directrice d'ailleurs? Directrice. Directrice, c'est comme vous voulez, de Cindy Fashion Paris. Vous êtes donc entrepreneur et nous aurons l'occasion avec vous de savoir comment vous êtes rentré dans l'entrepreneuriat, quel est votre regard sur les Bayam Selam. Ça reste encore une surprise pour beaucoup qui nous regardent, quoique. Et merci d'être présente à vous aussi. Merci. Et avec nous, monsieur Patrice Ras. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Oui. J'en ai quelques-unes ici seulement. Sans vous manquer de respect, je dirais uniquement que vous êtes conférencier, vous êtes formateur, vous êtes auteur de 61 livres quand même. Wow. Vous nous direz à quelle heure vous trouvez le temps de dormir, parce que les 61 livres, il faut quand même les écrire. Et puis, nous avons, roulement de tambour, fidèle téléspectatrice de Lady Vous Écoute depuis 2008. Nous appelons de Londres pour nous dire comment refaire le monde. Elle est venue tout droit, rien que pour vous, amis téléspectateurs. Nadine Hagen, bonjour. Moi, je l'ai dit. Vous êtes experte en gestion de l'image et vous êtes promotrice de Grad Global et ce n'est pas fini. Vous venez là nous présenter un ouvrage que l'on va peut-être voir à l'antenne, mais moi, je peux déjà le montrer. C'est le Bayam Selam. Ceci explique cela, raison pour laquelle je viens vous le présenter. Merci d'être présente. Amis téléspectateurs, ladyvousécoute@gmail.com si vous voulez participer à notre émission. Écrivez-nous, nous sommes là pour vous recevoir. Je voudrais, si vous êtes d'accord, mesdames, messieurs, vous proposer un premier sujet, court certes, mais nous allons découvrir en images une jeune personne et ensuite nous revenons. On regarde ceci ensemble, là tout de suite. Je fais dans la vente en ligne de vêtements, chaussures, lunettes, en fait tout ce qui passe sur le marché en fonction des périodes. Comme par exemple, nous sommes dans la période de Noël, je fais dans la vente des habits pour enfants, pour avoir un peu de sous. Je me suis lancée dans la vente en ligne parce que j'ai quitté la ville de Momika où mes parents résident pour venir m'installer à Yaoundé seule. Au départ, les parents me soutenaient. Et à un moment, il fut un mois où les parents ont eu quelques problèmes et je me suis retrouvée face à moi. Il fallait que je me nourrisse, il fallait que je subvienne à certains besoins et tout le transport pour aller à l'école. Et j'avais mes petites économies. Ces économies m'ont permis de gérer cette période. C'est de là où est venue, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, ma volonté de me lancer dans la vente en ligne de telle sorte que si cette situation m'arrive encore, je ne sois pas vraiment dans le besoin, que je sois déjà autonome.
autonome, que je sois déjà indépendante, même si les parents continuent à me donner de l'argent, mais si ce problème se répète, je serai indépendante, je saurai comment gérer cette situation. Voilà, je vous catapulte ainsi, mesdames et messieurs, dans l'avenir, donc les femmes de demain que sont les jeunes filles d'aujourd'hui, pour nous parler de ce dont nous-mêmes allons nous entretenir sur la vente. Parce que dans Bayam Selam, on a dit qu'on allait le dire au fur et à mesure, il y a déjà Selam qui vient de sel. En Pidgin English, au Cameroun précisément, mais pas seulement. Et voilà donc une jeune fille, Grace, merci pour cette présentation de ce que vous faites. C'était lors du forum Women's Link à Yaoundé au mois de décembre 2024, cette rencontre où les femmes se sont mises ensemble pour donner leur vision du monde. On parlait de gouvernance vertueuse et il y avait des jeunes filles tout à fait déjà dans l'actualité. Messieurs, je voudrais vous laisser rebondir sur ce que vous avez entendu nous dire. Monsieur Rass, vous avez la parole. Moi, je suis très impressionné en fait par le courage des femmes, justement, et leur capacité à innover, à entreprendre et à collaborer, sans rentrer forcément dans les jeux de compétition et de pouvoir dans lesquels les hommes sont tellement habitués. Vous êtes venu faire votre mea culpa, donc. Oui, c'est vrai que quand nous parlions de gouvernance vertueuse, de leadership vertueux, c'était justement, pas en miroir, mais pour ne pas se définir en creux. Vous l'avez si bien dit, souvent, le monde des hommes, qui est un monde de leaders, est un monde, un panier de crabes, parfois. Avez-vous un mot sur l'entrepreneuriat déjà de cette jeune personne ? Déjà, je trouve que c'est magnifique d'entreprendre avec si peu de moyens et tellement de courage, en fait. Et ça prouve qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir forcément beaucoup d'argent ou beaucoup d'amis ou d'associés ou de réseaux, parce que souvent, on nous fait croire ça. En fait, c'est surtout la volonté d'entreprendre, le courage, une vision, une idée, un projet. Et puis après, comme tous les entrepreneurs, cette femme, elle essaye, elle expérimente, elle tâtonne et puis elle trouve la sortie. Nous allons parler donc de notre sujet. Vous avez la liberté, bien évidemment, de réagir sur ce que vous avez entendu, Paul Kananoura, sur ce sujet-là. Vous êtes président, je rappelais, de l'Institut Africa et vous m'aviez confié un peu par cette émission. Je vous disais, les Bayam Selam, c'est du commerce informel et vous m'avez dit quelque chose que j'aimerais bien partager avec nos téléspectateurs. Oui, en fait, le commerce, on dit que, ou l'activité informelle, on le dit parce que ça n'entrait pas dans les codes occidentaux connus des impôts et autre chose. Mais pour l'Afrique, parce que comme c'est un secteur qui représente à peu près 70 à 80% dans les différents pays, ce n'est pas vraiment informel. Parce que ces gens-là payent des impôts locaux, il faut vivre les collectivités locales avec les taxes sur le marché ou sur les magasins. Donc on ne peut pas dire que c'est informel. C'est tout simplement une économie transformationnelle parce que comme la jeune fille qu'on vient de voir, elle fait des études, là elle se lance dans le commerce en ligne et bientôt elle va transformer, donc elle est dans la transformation structurelle de l'activité et bientôt elle va certainement aller vers le formel. Donc, je préfère appeler ça secteur transformationnel. Voilà, sans stigmatisation de l'informel ou du non-informel. Nous vous écoutons, madame. Alors, moi, ce que je vais dire, c'est quelque chose de très, très pertinent, ce que la jeune vient de dire, parce qu'on se retrouve finalement en elle. Je pense qu'il y a plusieurs d'autres jeunes qui l'écoutent, qui vont se retrouver en elle. Moi, personnellement, je me retrouve en elle. Je retrouve ma mère en elle, qui est vraiment mon modèle aujourd'hui. Et je me dis qu'en grandissant de cette façon, chaque situation nous permet en fait de pouvoir passer à une autre étape. Et soit on se victimise face à une situation, soit on se dit, cette situation me permet soit de me transformer, soit de m'affaiblir. Mais elle a choisi que cette situation puisse permettre de lui transformer et qu'elle puisse aller de l'avant. Mais malheureusement, certains ne voient pas les choses de cette façon. Bon, pour moi, vraiment, c'est une très bonne école. Et je me retrouve en elle et je pense qu'elle peut inspirer plus d'une personne. C'était la raison pour laquelle nous l'avons fait intervenir lors de ce forum Women's Link en disant il est des personnes d'un âge affirmé, donc des adultes, qui ne sont pas dans cet état d'esprit, qui ne sont pas nécessairement dans cette spontanéité de pouvoir monter au filet quand il y a une situation pour apporter des solutions. Et c'est en cela que, merci Grace encore de nous avoir présenté ce que vous faites. Alors, cadeau pour vous Nadine, hein, vous avez réuni sous l'arbre à palabres tout plein de personnes
par rapport à ce sujet que vous avez consigné dans cet ouvrage, je le rappelle, qui est non seulement en français, Le Bayam Selam est le chemin, et puis is the way. Is that what you said in English? Great. Alors, le chemin, la vérité, la vie, sait-on jamais? Nous vous laissons réagir à ce que vous avez entendu et est-ce que vous voulez nous faire partager? Pourquoi cet ouvrage? Pourquoi cet ouvrage? Cette jeune dame, elle me sauve. Elle me sauve, elle me fait conclure que c'est le chemin. Quand on est coincé, c'est le chemin. Et ça a été le chemin de ma grand-mère, ça a été le chemin de la grand-mère de plus d'une personne ici. Et je raconte les histoires des femmes qui ont sauvé leur maison, qui ont sauvé leurs enfants, qui ont donné un avenir. Et quand on voit une jeune femme aujourd'hui qui connaît ce chemin dès maintenant, mais qui le connaît meilleur, parce que mon livre a une partie du traditionnel et du formel de maintenant, qui est le marketing de réseau et tout ça, et toutes les autres sortes de ventes. Et elle nous parle, elle est déjà dans l'innovation. Elle est dans le Bayam Selam, mais dans l'innovation. Elle parle déjà de ce link-là qui est entre le marché et Internet. Et les femmes, Women's Link. Yes. Alors, pourquoi est-ce que vous avez, comme on dit, commis cet ouvrage? C'est une expression qui m'embarrasse toujours, parce que derrière commettre, il y a toujours quelque chose de préjudiciable, notamment un meurtre. Pourquoi avez-vous commis cet ouvrage? Alors, sous mon titre, quand on regarde, je suis promotrice de la grande rencontre des artisans d'Afrique et de la diaspora. Alors, quand je descends au Bénin en 2021, j'ai l'odeur du Made in Africa, j'ai l'odeur du Bayam Selam. Ça me ramène dans mon enfance. Et j'avais envie comme ça de célébrer ces hommes et ces femmes qui sont présents à des foires, qui sont présents au marché. Et je suis venue au Bénin, je suis allée au Bénin en 2021 pour organiser une foire et je me suis rendu compte que ces hommes et ces femmes qui venaient à mes foires étaient des Bayam Selam. Oui. Et comme ils sont des Bayam Selam, ils attendent mon événement pour aller se préparer. Ils achètent et ils vont fabriquer pour venir vendre. Et je me suis dit, pour les célébrer, pour célébrer le courage, pour célébrer la négation et tout ce qu'on peut voir. Hein. Mais est-ce qu'on peut s'imaginer le soleil de l'Afrique? Est-ce qu'on peut s'imaginer les pluies? Est-ce qu'on peut s'imaginer le mindset de ces hommes, de ces femmes qui se lèvent tous les matins? Ils ne sont même pas sûrs qu'ils vont vendre, mais ils n'ont rien. Mais ils y vont. Mais parce que c'est le chemin. Très bien. Patrice Rass, aviez-vous connaissance des Bayam Selam, tout du moins de l'expression? Non. Ou peut-être connaissez-vous sous une autre terminologie ce que cela désigne avant que de venir... Non, pas du tout. J'ai découvert aujourd'hui, en fait... Vous avez bien fait de venir. Voilà. Merci. Alors, par contre, si je vous pose la question, c'est parce que vous connaissez l'Afrique, vous avez eu déjà à être sur place, et par rapport à ce qui se fait, alors, monsieur disait, ça n'est pas du commerce informel, mais c'est du commerce. Comment est-ce que vous pensez que les choses peuvent aller au-delà de ce qu'il y a déjà? Quel regard portez-vous dessus? En fait, je vais parler à l'envers de la France. Allez-y, je vous prie. Je pense que nous, on est pollués par une mentalité qui met tout dans les cases. Et ce que j'ai découvert en Afrique, c'est que les gens, ils n'ont pas besoin de cases pour entreprendre, en fait. Ils font quelque chose, et puis si ça ne marche pas, ils changent, et ils font autre chose, et ils avancent. Alors que nous, il faut savoir, est-ce que c'est un produit ou un service? Est-ce que c'est un business plan? Est-ce qu'il y a un client? Voilà. Est-ce qu'il y a faire une étude de marché? Quel statut juridique? Enfin, on s'embête avec 2 milliards de questions, et ça entrave, en fait, l'esprit d'initiative. Et ce que j'ai découvert en Afrique, c'est que les gens, ils ne sont pas du tout pollués par ça. Ils sont beaucoup plus libres, ils sont beaucoup plus capables d'entreprendre et de faire des choses, et puis ils ont la capacité, en fait, à rebondir. Si ça ne marche pas sur un projet, ils vont rebondir sur un autre. Cette spontanéité, pensez-vous qu'elle soit uniquement un atout ou qu'elle ait des limites? Parce que c'est vrai qu'on essaye tout plein de choses jusqu'à ce que cela fonctionne, mais n'est-ce pas du temps perdu ou est-ce que c'est un avantage? Est-ce que ça a les hautes écoles supérieures de tous ceux qui essayent ce qu'ils peuvent faire? C'est un atout parce qu'il y a l'innovation permanente, il y a la résilience, mais il y a aussi le courage de faire quelque chose et de s'en sortir et de gagner, si c'est possible. Et ce qui est bien avec l'entrepreneuriat féminin, qui est devenu aujourd'hui une politique publique nationale et internationale au niveau des ODD des Nations Unies, c'est que ce n'est pas la mode, c'est plutôt quelque chose de profond dans la société qui transforme la société. Parce que les femmes
surtout africaines, sont résilientes. Si on prend les chiffres très succinctement, on voit que les femmes les plus productives et les plus entrepreneuriales, c'est les femmes africaines parce que c'est 24%. Je crois les Sud-américaines, c'est autour de 17%. Et les européennes, c'est autour de 8%, je pense. Donc vous voyez que les femmes africaines non seulement sont entrepreneuses, et elles le font très bien, elles font vivre les familles, envoient les enfants à l'école. Et ça permet de soigner toute la famille, ça permet de faire le bien de la famille, le bonheur de la famille, à manger et autre chose. Donc, c'est vraiment une dynamique essentielle que les politiques publiques doivent toujours plutôt soutenir, les amener dans un cadre encore plus meilleur et plus protectrice. Alors justement, vous l'avez bien dit, est-ce que les politiques ont quelque intérêt à soutenir quelque chose qui manifestement fonctionne tout seul, sans accompagnement, quitte à ce que cet accompagnement devienne des contraintes? Merline, qu'en pensez-vous? Alors, ce sont des contraintes, mais en même temps, je dirais que cette personne même qui se lance à vouloir le faire gagne déjà en expérience. Et même si la politique derrière ne suit pas, on parlait tout à l'heure de l'informel. Cette personne qui s'est permis de se lancer ne va pas être dans le découragement. Elle va se dire, même si cette fois ça n'a pas marché et que les impôts me tombent dessus, allez, je peux peut-être mettre dans ma petite chambrette, si au départ j'étais dans un local, vendre un tout petit peu en attendant, trouver des moyens. Ça, c'est pour des personnes qui ont vraiment envie de s'en sortir. Parce qu'on dit ceux ou celles qui ne veulent pas s'en sortir trouvent des excuses. Celles qui veulent vraiment s'en sortir trouvent des moyens. Il y a donc toujours une solution. Il y a une solution, bien sûr. Vous nous parlerez de comment est-ce que vous êtes rentrée. Vous avez parlé de votre maman et tout ce qui s'ensuit, mais on aimerait bien, nous sommes curieux dans Lady vous écoute pour pouvoir susciter des vocations auprès de nos amis téléspectateurs. Vous nous parlerez de comment vous êtes rentrée dans cet entrepreneuriat. Et les hommes dans tout cela, Nadine, parce que quand on dit Bayam Selam, depuis tout à l'heure nous disons les femmes africaines, les femmes, sauf que les hommes ne sont jamais bien loin. Les hommes ne sont même pas loin. Je vous dis, je vis en Angleterre et le mouvement des suffragettes ne pouvait pas exister s'il n'y avait pas un homme derrière. Il y a un homme partout, il y a un homme pour accompagner. À côté de moi, j'ai mon coach, cet homme m'accompagne depuis plus de 10 ans. Chez moi, il y a un homme qui me dit « Yes, you can do it ». Quand je vais organiser la grande rencontre au Togo, c'est très difficile parce que le Bénin est à côté du Togo, mais ce n'est pas le même pays. Donc, il y a des challenges. Du coup, et encore une fois, il y avait un homme derrière. Il y a des hommes partout. Parmi les femmes Bayam Selam, il faut un homme pour lui montrer le chemin, pour lui dire, tu peux acheter moins cher ici, tu peux acheter. Ils sont peut-être... Forcément un homme? Même une femme. Il y a beaucoup de femmes. Il faut donc quelqu'un. Il faut quelqu'un. Il y a beaucoup de collaborations. Il y a beaucoup de collaborations de femmes. Le livre le dit que ces femmes, que ce soit du Ghana, du Burkina et partout, elles ont ramené avec elles des femmes. Alors, ce que moi j'ai mis dans le livre, mais je l'ai mis franchement léger, parce que je ne suis pas dans l'égalité, je ne suis pas dans les combats. J'ai juste voulu montrer... Quoique. J'ai juste voulu montrer que la même femme qui se lève à 5 h du matin pour aller au marché, devrait après le soir revenir faire la cuisine, devrait après le soir venir s'occuper des enfants. Souvent, l'homme n'est pas là, il est parti parce qu'il ne peut pas supporter ces départs très longs pour son Bayam Selam parce qu'elle vend dans beaucoup de marchés. Il faut qu'elle aille chercher des marchés partout. Elle n'est souvent pas là. Ou alors, il est seulement venu comme ça et il a abandonné. Du coup, cette femme Bayam Selam, ce n'est pas l'homme amoureux, mais c'est peut-être un homme qui l'accompagne parce qu'il fait le même business qu'elle ou quelque chose comme ça. Mais parce que là, il y a des sous, les hommes ne sont jamais trop loin non plus. Non, Non, les hommes sont là. Nous ne les combattons pas, mais nous nous battons encore une fois. Tout à l'heure, vous parlez des politiques publiques. Mon histoire, je l'ai ramenée jusqu'à ma grand-mère pour montrer que ces femmes-là travaillaient dans les marchés où il n'y avait même pas des toilettes, il n'y avait même pas de sanitaire, il n'y avait rien. Elles se débrouillaient comme ça. Aujourd'hui, je vois dans certains pays qu'on améliore les marchés. Et je parle souvent avec certains maires dans certains pays en leur disant il faut améliorer les conditions des Bayam Selam. Parce que c'est leur... Les maires M-A-I-R-E. Oui. S. Oui. Des mairies, donc. Oui, les représentants de mairie. C'est ça. Voilà, les représentants de mairie a vraiment aidé cette activité. Nous ne nous imaginons pas le cash que ces femmes du Bayam Selam apportent aux banques locales.
ou même comment est-ce qu'elles accompagnent l'économie locale. Elles sont les piliers. On ne s'imagine même pas. Vous faites bien d'aborder cet aspect, je l'avais gardé pour un peu plus après, mais nous allons certainement le voir en magnéto tout à l'heure. Je voudrais vous laisser donc l'occasion, on a fait durer le suspense un peu trop longtemps, amis téléspectateurs, vous nous en pardonnerez, mais vous l'avez compris au regard de ce qui s'est dit. Donc Bayam Selam, d'où vient cette expression? Voulez-vous en dire plus? Alors je suis née au Cameroun et je suis née dans un quartier qu'on appelle Grand Moulin. Et j'ai vu en grandissant des Bayam Selam. Dans mon pays, le Cameroun, on appelle une Bayam Selam une femme qui va acheter des avocats, de la tomate, qui achète quelque chose et qui revend. Mon pays est bilingue. Je suis du Cameroun, nous sommes bilingues. Alors au Cameroun, on parle français et anglais. Alors buy and sell, Bayam Selam. Alors la dame qui va acheter et revendre, on l'a appelée la Bayam Selam. Celle qui achète et qui revend. Voilà, parce que c'est du pidgin, c'est parce que le Cameroun est bilingue. Et la mamie Dada qui vend les beignets, elle est Bayam Selam. La vendeuse du marché, elle est Bayam Selam. Celle qui vend les avocats, elle est Bayam Selam. Donc toutes les femmes qui s'asseyent au bord de la route ou au marché sont des Bayam Selam. Et qui revendent quelque chose qu'elles ont acheté, mais qu'elles n'ont pas nécessairement produit elles-mêmes. Oui. Je voudrais donc vous laisser la latitude de nous parler de votre entrée dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous a motivé? Y a-t-il quoi que ce soit de ce qui a été dit qui vous a inspiré? Pas mal de choses. Hein. J'ai vécu dedans, j'ai grandi dedans, je veux même dire, je suis née dedans. Parce que ma mère, honneur à elle, hommage à elle, elle nous a beaucoup transmis. D'ailleurs, je me souviens encore, j'avais quoi, je devais avoir 9 ans. Ma mère faisait de la restauration, elle faisait à manger, on portait sur la tête. On allait l'accompagner au marché 4 h du matin. Elle avait une petite boutique où on faisait de la restauration. Il y avait des bouchers. C'est-à-dire, j'ai vraiment beaucoup appris depuis cet âge-là. Et ensuite, c'était tellement difficile dans la famille, j'ai vendu les arachides bouillis. Quoique quand je rentrais, j'avais déjà presque fini le... Vous avez tout mangé? Est-ce que vous avez payé ce que vous devez à votre maman jusqu'au... Je paye tout ça avec tout l'amour que je l'apporte. Bon. Et de ce fait, j'ai commencé comme ça et par la suite, à l'âge de quoi, à 17 ans, c'était toujours compliqué, une jeune fille de mon âge, je me suis mise avec un homme, il fallait que je m'en sorte. Et avec toute la famille qui est là, à la pression, j'ai dû avoir un petit comptoir sur le marché où je vendais des produits cosmétiques et tout. C'est-à-dire... C'est donc pour ça que vous êtes jolie, madame. Merci. Et de fil en aiguille, c'est ça en fait. J'ai vécu dans ça parce que les études même, voilà, j'ai pas eu, je suis arrivée en CM2. Mon faux papa, il m'a dit qu'il ne payait plus parce que j'étais allée au champ avec ma mère. Donc, il a fallu que je me batte, que je m'en sorte. Donc, j'ai vraiment grandi dans ça, en fait. Et jusqu'à ce jour, c'est tout ceci que je vais dire. J'ai déporté du Cameroun pour pouvoir m'en sortir ici en Occident, où il faut vraiment tout apprendre, s'intégrer. Bon, j'avais déjà ça en moi où je savais que si je prends ça, je peux vendre à 1 €, je peux gagner 50 centimes. Et cet état d'esprit forgé, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et aujourd'hui, vous êtes donc PDG de Cindy Fashion Paris. On va parler de l'agenda parce que vous avez un événement qui se profile. Voulez-vous nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Oui, l'agenda qui se faufile, qui se procure, qui va pas tarder à arriver, par cet amour de transmission auprès des passionnés de la coiffure afro. D'ailleurs, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine et j'ai pu voir beaucoup de personnes se sous-estimer, ne pas s'affirmer, trouver qu'être coiffeuse, c'était un métier pour des personnes qui ont raté leur vie. Et j'ai eu pour mission de leur tenir la main et de leur dire: je suis partie de zéro, je suis arrivée en France en 2005, je ne savais même pas tenir un peigne, mais celle qui vous inspire aujourd'hui vit de cela et a construit tout son empire autour de cela. Et voilà pourquoi je suis à la 2e édition de l'événement Le Business du Cheveu Afro, pour les montrer que c'est possible en fait. Alors, où et quand? Le 7 juin 2025, au Palais de la Femme,
à partir de 12h30 dans le 11e arrondissement à Métro Charonne. Le Busnet du Cheveu Afro, un événement à ne rater sous aucun prétexte. Même si vous êtes chauve. Bien. Agenda pour agenda, je voudrais vous laisser annoncer l'événement qui vous fait aller et venir de Bordeaux, de Montpellier à Paris. Alors, rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce rendez-vous? Le rendez-vous vendredi prochain, le 25 avril, de 14h à 19h, au Palais du Luxembourg pour assister à une conférence internationale sur la sécurité et la paix en Afrique et au Moyen-Orient, avec des intervenants de haut vol et de très bon niveau. Je peux le confirmer parce que vous êtes au moins là, je ne sais au combienième rendez-vous de ce registre-là depuis avant l'Institut Africa, parce que le nom a changé. Mais à votre actif, plusieurs rencontres de sachants pour refaire le monde. Effectivement, là, nous aurons des ambassadeurs d'Afrique et du Moyen-Orient et des ambassadeurs de partenaires au développement, à la sécurité et à la paix qui vont intervenir. Nous aurons des politiques, des anciens ministres, des députés qui vont intervenir, mais aussi de la contribution des experts, des universitaires, des militaires et de la société civile pour que le monde, globalement, essaye de trouver des solutions de paisibilité. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est lui? Mais je n'ai pas entendu qu'il y avait des femmes autour des tables de négociation. Heureusement qu'il y a donc les Bayam Selam. Je vous embête. Heureusement donc qu'il y a les Bayam Selam qui transforment le monde. Et quand on parle de paix et sécurité, où que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient, la paix dans le ventre, c'est déjà apaiser les gens. Quand on a faim, on est déjà satisfait. Et quand on est satisfait, on est occupé à faire ce que font les uns et les autres. Mais quand on a le point d'interrogation dans son être tout entier, on est un tout petit peu irrité. Et cette irritation peut susciter la colère, et la colère, ma foi, c'est du feu pour d'autres choses. Je voudrais, si vous êtes d'accord, vous ramener à nouveau à Yaoundé, afin qu'ensemble nous écoutions un des intervenants donc, du Forum Women's Link, en la personne de l'économiste, le docteur Ngantogne François Simon-Pierre, qui justement nous entretenait des Bayam Selam. C'est le premier magnéto. Notre changement de plateau se fera pendant le second magnéto. On regarde ceci, à tout de suite. Nous parlons de ce que représente aujourd'hui le nombre de femmes dans le monde. Ce n'est pas au hasard. Lorsque nous, économistes, nous parlons de la croissance économique, de la multiplication des richesses, etc., le nombre compte. Vous voyez, aujourd'hui, dans le monde entier, les hommes petite tâche représentent un tiers des femmes. Mais les femmes, c'est une valeur ajoutée, ça c'est une grâce. Ça, c'est ce qu'on appelle une ressource réelle. C'est comme la terre en Afrique. On dit, nous parlons économique, que l'agriculture est un avantage comparatif de développement durable. Aujourd'hui, dans le monde, la femme est un avantage comparatif de développement durable. Donc, comment est-ce que nous devons s'y prendre pour que, réellement, ce que les femmes ont fait depuis l'Antiquité, depuis nos grands-parents, puisse être capitalisé? On parle aujourd'hui de la capitalisation de la chose. Parce que certes, hier, on a toujours jugé nos grandes-mères, nos arrière-grandes-mères, peut-être nos mamans aussi de Bayam Selam. Mais nous avons oublié une chose, que les plantations que faisaient nos ancêtres dans le passé, c'était nos grandes-mères, arrière-grandes-mères qui étaient au pied d'œuvre. Je doute fort qu'un ingénieur sorti d'une école de formation peut apprendre à une grand-mère comment faire asseoir un tubercule pour que ça pousse mieux. Parce que ils ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui learn by doing. Ils l'ont fait et c'est la meilleure façon réellement de savoir acquérir une connaissance et de la pérenniser dans les générations à venir. Parce que la société diplômante aujourd'hui ne nous apporte pas réellement le vrai produit que nous voulons. Donc le nombre que nous avons des femmes aujourd'hui est un avantage. En économie, nous essayons souvent de faire une différence parce qu'il y a une limite entre la ressource humaine et le capital humain en tant que tel. Parce qu'une femme peut rester femme, mais tant qu'elle n'est pas dans un processus d'un projet ou bien un apport d'une valeur ajoutée, parce que lorsque la valeur n'est pas là, on ne peut jamais être considéré comme un capital. Même l'argent que tu as à la maison, qui n'est scié même pas dans une idée de projet, n'est pas un capital, mais on peut l'appeler capital, mais nous ne sommes pas dans un capital. Même une terre qu'on a dans un village, c'est une ressource naturelle, c'est une ressource, mais ce n'est pas un capital lorsqu'on ne l'a pas mis dans un projet, par exemple, agricole.
Ça ne peut jamais devenir un capital. Donc, nous sommes aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de moyens, avec ce nombre de femmes que nous avons aujourd'hui, pour essayer de booster les économies, surtout en Afrique, parce que vous savez que c'est beaucoup plus en Afrique, dans nos pays africains, que la femme est un peu ramenée en arrière de par nos traditions qui ont été très mal analysées. Merci au docteur Ngane Togné, économiste de son État. Pour rappel, le forum Women's Link a été promu par Side Africa Resources avec à sa tête M. Christian Mandengue, que nous saluons bien haut. Mesdames, messieurs, vous l'avez entendu, il s'est dit beaucoup de choses. Je voudrais, M. Ras, vous laisser le soin de rebondir sur ce qui vous a interpellé peut-être. En fait, ce qui me fait réfléchir, c'est la complexité des choses. C'est-à-dire que, en apparence, en fait, c'est simple d'entreprendre ou de travailler, mais quand on commence à rentrer dans le quotidien, dans le concret, on peut avoir 250 difficultés. Et après, le génie ou l'intelligence des femmes, parce que c'est souvent elles qui sont à l'origine, c'est justement leur capacité à innover, à trouver des solutions, à partager, à s'entraider. Moi, c'est ça qui m'a frappé sur les marchés africains, à Douala, par exemple, quand j'y suis allé. C'est les connexions qu'il y avait entre les personnes qui étaient là. On ne voit pas ça sur les marchés en France. C'est chacun pour soi, chacun dans son camp, en fait. Encore une fois, nous, on est habitués à nos cases, à la concurrence. Il n'y a pas cette entraide, cette espèce de maillage, en fait, incroyable. Et justement, j'allais rebondir quand vous le disiez tout à l'heure, que les femmes en Afrique sont résilientes et qu'elles sont plus entreprenantes qu'en Amérique du Sud et en comparaison à celles qui sont en France. Mais pour rester objectif, est-ce que c'est parce qu'elles ont plus de mérite que quiconque ou est-ce que c'est par la force des choses? Parce que quand c'est difficile, c'est marche ou crève néanmoins. Qu'en pensez-vous? C'est peut-être les deux en même temps. Je pense qu'il y a à la fois un génie, chaque peuple a un génie, chaque sexe a un génie, et en même temps, il y a aussi la nécessité qui fait loi. C'est-à-dire que quand on est devant une situation où on doit se débrouiller pour survivre parce qu'on n'a pas de mari, parce qu'on n'a pas d'allocation, parce qu'on n'est pas dans un pays d'assistés comme la France, eh ben, on bouge et à ce moment-là, on va faire appel à ces ressources profondes, qu'elles soient intérieures ou extérieures, c'est-à-dire les réseaux dont je parlais, le maillage relationnel qui existe dans les villages, dans les quartiers. Ce qui s'est dit dans ce forum Women's Link, c'est qu'en réalité, la question du rapport social entre les femmes et les hommes, c'est une question tout simplement économique. Et elle n'est pas forcément adressée ainsi par les sachants, parce que tout le monde ne veut y voir que la guerre des genres, alors qu'en réalité, c'est une question de pouvoir économique, parce que celui qui a les moyens de changer la donne, de faire bouillir la marmite, comme on dit, il a la possibilité soit d'apaiser son entourage immédiat, soit de le tenir en laisse. Qu'en pensez-vous? Ben, c'est tout à fait vrai, parce que les femmes africaines sont d'abord comptables de la famille. Et c'est pour cela qu'elles trouvent tous les moyens nécessaires pour subvenir aux besoins de la famille, et notamment l'entrepreneuriat et le chemin, comme elle l'a écrit. Le chemin le plus approprié. Oui. Et le chemin qui amène à tout. Pourquoi? Parce que en faisant l'entrepreneuriat, elle transforme la famille et elle transforme la société. Tout ce qui est aux alentours, tout le monde va bien. Globalement, si l'entrepreneuse a arrivé à réussir, parce qu'elle ne va pas faire la compétition comme notre ami vient de le dire, elle va plutôt partager son expérience, son amour du travail, afin que tout le monde pousse vers l'euro. Vous faites donc là la description de ce qu'est le leadership des femmes, qui est, nous disions, vertueux, en comparaison au leadership des hommes. Enfin, un certain Hitler était leader, si vous voyez ce que nous voulons dire. Ouais. Très bien. Il faut rendre hommage aussi aux Mama Benz, surtout au Togo. L'économie togolaise est tombée des femmes. Yes. Encore que nous avions un petit sujet par rapport aux nanabes, on le rappelle, donc qui ont prospéré, des femmes prospèrent de génération en génération en faisant commerce de pagnes dits africains, alors que, nous disions, madame... Oui. Alors Lady, moi j'ai envie de rebondir sur ce qu'on a vu. L'une des grandes missions qu'a mon livre, c'est de pérenniser le savoir-faire africain. Je dis, le gari est une science, mais le gari se fait différemment au Bénin, au Togo, au Cameroun. Si vous le faites mal, il tourne. Hein. Du coup, il faut passer ce savoir. Vous avez entendu « learn by doing ».
l'économiste, il parle du learn by doing parce que tout ce que vous voyez dans les marchés, la grand-mère, elle prend sa petite fille par la main, elle prend sa fille. Quand on parle des Nana Benz que j'ai rencontrées, je suis allée les voir, je suis allée dans le musée Manatex au Togo. La petite fille de celle qu'on a appelée Nana Benz, elle dit que sa grand-mère n'aimait pas le bruit. Quand elle revenait à la maison, elle disait qu'il y avait trop de bruit au marché. Et quand elle arrive à la maison, du calme. Elle me dit, vous voyez, c'est pour ça que je n'ai pas ouvert ce musée-là, parce que je ne veux pas du bruit. Et parce que ma grand-mère m'a dit, le marché fait trop de bruit, il ne faut pas continuer avec le bruit. Donc du coup, les grand-mères, elles passent le savoir. Dans mon livre, ma grand-mère, elle disait, book no delay. Parce que quand ses clients venaient et qu'ils discutaient sur la facture, elle dit non, c'est écrit. Alors, ces femmes-là, elles n'ont été à aucune école de commerce, mais elles avaient un système. Et c'est ce système-là que je demande aux jeunes personnes de repartir vers leurs parents, de repartir vers leur culture, vers leur tradition. Comment est-ce qu'on fait la richesse dans mon pays, dans les pays à Caen, au Nigeria, chez les Yoruba. Voilà, chez les Yoruba, comment on fait la richesse. Et quand vous regardez un pays comme le Bénin, qui est un peu le hub de l'entrepreneuriat en Afrique, mais vous êtes inspiré, mais vous voyez des gens qui, c'est de génération en génération. Et c'est ce qu'il faut qu'on regarde aujourd'hui. Avec une mention, et vous voudrez bien demander aux sachants qui refont le monde à la table des négociations, de veiller quand même à cette discrimination, à l'hygiène qui s'impose dans les marchés, puisque cela a été dit, les femmes sont sur les marchés, il n'y a pas de toilettes publiques, elles y sont du petit matin au petit soir, et parfois elles dorment à ciel ouvert à cet endroit-là, elles ont un bébé sur le dos, un autre dans le ventre, quelques denrées à vendre, et tout le monde gagnerait à ce qu'elles soient dans une meilleure conditions. Et enfin, avant que nous passions au prochain magnéto, je voudrais quand même rappeler, mesdames et messieurs, quand vous allez faire vos achats auprès de ces vendeuses, nous vous supplions de ne pas marchander parce que vous sortez de vos maisons climatisées, vous êtes beau comme un ange, vous avez des sacs à main qui coûtent très cher et vous essayez de grappiller 3 centimes sur le prix de la botte de choux que vous achetez. Est-ce que vous ne pourriez pas participer au mieux-être de votre nation en leur donnant bien plus que le prix annoncé? C'est un vœu pieux, mais on pense que ça n'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Nous allons faire un changement de plateau. Avant de vous laisser partir, Merline, nous voulons vous laisser nous donner votre mot de la fin sur cette première partie de la discussion. Quelle perspective, donc, pensez-vous que ce qui a été dit ici peut vraiment, pas seulement inspirer les gens, mais amener les gens à rentrer dans le vif du sujet? Parce que quand on est dans son canapé, merci d'être fidèle à Lady vous écoute depuis 2008, mais on voudrait que vous déposiez la télécommande et que vous veniez sur le plateau nous parler des réalisations qui sont les vôtres, comme Nadine Hagen d'ailleurs. Alors ? Merci vraiment pour cette opportunité et merci pour cet honneur que vous m'avez accordé d'être présente aujourd'hui. Ceux ou celles qui nous regardent, c'est sûr qu'on parle d'inspiration, mais on parle également de sortie de sa zone de confort. Parce que même si on est inspiré par quoi que ce soit, sans action, on ne pourra pas atteindre quoi que ce soit. Comme j'aime souvent à dire, l'information, sans toutefois planifier quoi que ce soit, ne mène jamais à la transformation. Donc, si on a l'information et qu'on ne mène pas d'action, et qu'on ne mène pas d'action, on ne doit jamais atteindre la transformation. Comme disait mon père, quand tu penses quelque chose dans ta tête, je ne l'entends pas. Donc, l'information sans implémentation ne mène jamais à la transformation. Voilà vraiment le mot que je cherchais. Donc, pour moi, c'est quelque chose que j'ai eu à faire depuis mon bas âge. Et peu importe les situations difficiles que tout le monde peut y rencontrer, que j'ai rencontré d'ailleurs, j'ai toujours gardé cet état d'esprit que moi contre moi, et je vais y arriver. Donc, quel qu'en soit le cas, ceux ou celles qui nous regardent aujourd'hui, il suffit juste de mener des actions. Et en menant des actions, on atteindra ces objectifs
en restant dans la discipline, le focus. Ah oui, mais la discipline, c'est important. Tous les efforts d'un jour ne sont que peu de choses s'ils ne sont pas suivis des mêmes efforts les jours qui suivent. Ceci pour dire que c'est de courir dans le sac, c'est ce que vous nous disiez. Il faut qu'il y ait du changement. Elle parlait de zone de confort, mais même de votre zone d'inconfort, surtout. Sortez, ça peut fonctionner. Merci donc. Nous allons regarder ce deuxième magnéto que vous pouvez regarder avec nous d'ailleurs. Avant de recevoir une toute autre invitée, on regarde ceci à tout de suite. C'est encore la suite de l'économiste qui nous parle. Nous ne pouvons pas rester dans le passé parce que la société avait pyramidé sa structure de telle manière que la femme fait ceci ou faire cela et rester là, pleurer et dire que la société nous a imposé. Et l'architecte, j'adore votre exemple, votre expérience personnelle. Je veux encore vous dire que la monétisation, vous avez parlé de la gestion du foyer Déborah, voilà la monétisation et les finances. Vous savez, on nous impose ça. L'économie, c'est la gestion des ménages. Il n'y a rien plus qu'économie que gérer le ménage. Si vous ne pouvez pas gérer vos enfants, donnez une valeur. J'ai parlé de la valeur expressément, parce que je ne voudrais pas parler de l'argent. J'ai parlé d'une valeur ajoutée, je ne voulais pas parler de l'argent. Je ne sais pas ce que c'est que l'argent. C'est une valeur qu'on a donnée à une pièce, à une monnaie. La femme apporte plus de valeur ajoutée dans notre société que les hommes. C'est fait. Et c'est parce que vous êtes encore plus nombreux aujourd'hui. L'éducation de ces enfants, moi je veux le dire, c'est clair. Lorsque l'enfant grandit, c'est la mère très souvent qui en profite. Soyons d'accord. Lorsque nous donnons cette éducation demain, lorsqu'elle a réussi, c'est maman qu'on acclame très souvent à la maison. Le papa, c'est un petit fou. Il faut comprendre que la reconnaissance de la société sociétale n'est pas toujours en valeur matérielle. Et on veut nous dérégler, on veut nous mystifier en faisant croire que c'est lorsqu'on a un sac d'argent derrière qu'on a un grand homme. Mais c'est faux. Regardez dans nos pays en Afrique en général, qui sont les plus fous, c'est ceux qui ont des grandes maisons, ceux qui ont des grandes voitures. C'est ceux-là en fait. Vous allez le constater, mais c'est une réalité. Donc les valeurs que nous prenons aujourd'hui économiques, cela veut dire que nous puissions gérer réellement notre quotidien, bien, avoir une bonne éducation. Je parle de capitaliser la femme, les formations, les éducations, les BAM, on peut bien les recadrer dans des formations précises. L'amélioration des conditions de leur travail, vous avez parlé, c'est un problème sociétal. Je suis d'accord, le politique doit s'ingérer, mais la société civile aussi, davantage, les organisations, Men Stop Men et les autres. Nous tous, nous devons aller ensemble. Nous ne devons pas nous arrêter parce que la société avait décidé de cela 100 ans d'une mauvaise manière en fait. Retour plateau dans Lady vous écoute. Nous remercions encore nos intervenants du Forum Women's League et je le rappelle, le promoteur de ce programme-là, M. Christian Mandengue, directeur général de la société South Africa Resources. Vous l'avez entendu, ce qui a été dit sur les Bayam Selam. Nous parlons donc de l'entrepreneuriat des femmes, pas de l'entrepreneuriat féminin, parce que l'entrepreneuriat reste l'entrepreneuriat et tout le monde est légitime pour rentrer dans ce registre-là. Je voudrais d'ores et déjà vous demander de bien vouloir réserver le meilleur des accueils à notre invité qui vient de nous rejoindre, à la personne de Gisèle Sophie Dédé-Carré-Sombet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes créatrice de la marque Sobelmi, c'est bien cela. Bien cela. Nous allons le découvrir dans un petit moment, mais avant cela, je voudrais vous laisser nous parler de votre entrepreneuriat à vous. Vous avez dû entendre ce qui s'est dit précédemment. Certainement, vous avez des réactions, Sophie. Oui, bonsoir à tous. Merci de m'avoir invitée. Je suis donc Sophie Dédé-Carré-Sombet. Je suis épouse et mère et entrepreneur. Alors, je commence par où? Parce que mon tableau, il est l'âge. Alors, je vais peut-être commencer par la beauté. Je suis esthéticienne et maquilleuse professionnelle. Donc, dans mon parcours, parce que lorsqu'on sort de l'école, on commence d'abord à travailler. Voilà, donc j'ai commencé à travailler pour de très, très grandes marques connues. Et par la suite, j'avais toujours les mêmes besoins qui revenaient. Et puis, je me suis dit, je peux peut-être apporter une solution de ma manière. Voilà, on dit souvent, la perfection n'existe pas, mais on peut toujours s'en approcher. Voilà.
Merci de nous partager ce parcours d'expérience inspirant, on veut le croire. Il n'y a jamais d'obstacle à l'entrepreneuriat. Ce n'est pas parce qu'on est salarié d'abord qu'on ne peut pas être entrepreneur après ou pendant. En tout cas, tout le monde a sa place. Nous allons, avant de montrer la surprise que vous avez pour nos amis téléspectateurs, rebondir sur ce que vous avez entendu dans ce dernier élément qui nous a été, le dernier propos donc, de M. Dr Ganteunier qui nous disait, il nous parlait de formation et d'école. Oui. Nadine, là-dessus. Franchement, je dis, ce monsieur, je ne pouvais pas imaginer, ça c'est un plaidoyer, je ne pouvais pas imaginer qu'il y a des gens qui sont au-delà du plaidoyer, ils sont déjà sur les plateformes en train de dire, il faut qu'on bouge. Nos grands-mères savaient dire book not lie, mais aujourd'hui, il y a Internet. Oui. OK, il faut former les femmes au-delà. Il faut leur donner beaucoup de choses. Et bien sûr, il faut améliorer leurs conditions de travail. Il a tout dit. De vie. Et de vie. Franchement, il a tout dit, le monsieur. Et vous l'avez entendu quand vous parlez du numérique, donc c'est un outil aujourd'hui qui permet de dépasser les barrières et qui désenclave la situation de quiconque veut entreprendre. Personnellement, je dis toujours qu'il faut avoir des jeunes personnes autour de soi. On va plus vite parce qu'ils savent des choses qu'on ne sait pas forcément. Alors, Sophie, Gisèle Sophie Sobel, vous vouliez nous en parler. Qu'est-ce que c'est? Dites-nous tout, nous on va le présenter à la caméra. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous a motivé? Racontez-nous ce parcours. Alors, ici vous avez entre les mains une gamme de soins. Parce que, en fait, lorsque j'étais jeune esthéticienne, que j'ai commencé à travailler donc, pour les plus grands, je ne sais d'ailleurs pas si je peux les citer. C'est peut-être à mon avantage ou à mon... Non, on va parler de Sobel et de vous, tout simplement, voilà. Parce qu'on ne se souvient pas qu'ils ont parlé de vous. Non, je ne pense pas, non. Donc, j'avais toujours les mêmes besoins qui revenaient. J'avais toujours les femmes qui me disaient « Oh, je reviens de vacances, j'ai une tache ici. Or, depuis que j'ai eu mon bébé, j'ai toujours mon masque de grossesse. Oh, il me manque d'éclat. Oh, il me manque de fraîcheur. » Et puis, je me suis dit « Pourquoi pas ?» apporter cette solution à ce panel de femmes. Donc, j'ai voyagé, j'ai fait des études, j'ai fait des recherches pour mettre cette solution sur le marché. Alors, c'est une gamme qui va venir hydrater dans un premier temps, parce que c'est d'abord ça, la peau. Hein. Il faut hydrater, nourrir et clarifier la peau. Parce que cette gamme comporte des actifs, mais vraiment sélectionnés avec passion, avec amour. Parce que ce qu'on a là, ce n'est pas seulement une gamme de produits. C'est aussi de l'amour. C'est aussi moi, quelque part. Parce qu'un jour, moi aussi, j'ai eu des taches pigmentaires et je me suis dit, mais Sophie, comment tu vas faire? La question qu'on se pose, c'est comment vous faites pour être aussi belle? Voilà, quand on vous regarde. Pour être aussi belle, c'est que j'ai souvent pour habitude de dire aux femmes d'être disciplinées. Il faut être discipliné. Le matin, on a une routine, c'est-à-dire qu'on se nettoie le visage pour, voilà, ensuite appliquer sa crème hydratante, sa crème solaire, parce que nous avons les rayons UV, son sérum. Et le soir, lorsqu'on rentre à la maison, on recommence. On retire son maquillage pour appliquer ses soins. Appliquer ses soins, c'est quoi? C'est ralentir quelque part le vieillissement de la peau. Voilà. Et quand la peau vieillit, elle ne vieillit pas toute seule, la peau, on vieillit avec. Merci pour ces premières indications essentielles, en tout cas, il faut le dire, car les entrepreneurs sont avant tout des êtres humains, que ce soit des hommes ou des femmes, et se bien porter est important pour pouvoir bien faire ce que l'on fait, n'est-ce pas, monsieur Rass? Oui, si je peux me permettre de rebondir sur le perfectionnisme. Oui. Parce que ça, c'est un paradoxe, en fait. C'est-à-dire que, d'un côté, on sait que les femmes sont plus perfectionnistes que les hommes. Ah bon? Oui, bien sûr. Comment cela, docteur? Parce qu'il y a des tas d'études qui ont été faites un peu partout dans le monde. Et d'un autre côté, on sait aussi que jusqu'à une certaine période, mais c'est en train de changer, les hommes entreprenaient plus que les femmes. Mais les dernières études qu'on vient de voir montrent que quand les femmes entreprennent, elles réussissent mieux que les hommes. À quoi cela est-il c'est lié au perfectionnisme. J'en perds mon bantou. C'est lié au perfectionnisme, mais ça dépend de la façon de le vivre. Parce que le perfectionnisme, en fait, qui est une maladie en fait, dont j'ai été atteint, c'est à la fois la pire et la meilleure des choses. C'est la pire parce que souvent, c'est inhibant. C'est-à-dire que si on le vit de façon passive, le perfectionnisme, c'est je dois faire parfait, donc je ne fais rien. Parce que je sais que j'y arriverai. Ou je fais, mais je ne le mets pas sur le marché parce que ce n'est pas encore comme il faut. C'est ça, donc c'est inhibant. Alors que si on fait ce que vous avez, je crois, intuitivement compris, c'est-à-dire du perfectionnisme
actif, c'est-à-dire qu'on met la perfection dans le futur, en se disant, je ne vais peut-être pas faire parfait tout de suite, mais tous les jours, je peux perfectionner mes produits ou mon business ou n'importe quoi. Ça développe en fait et la confiance en soi et l'entrepreneuriat. Surtout quand la clientèle, quand il y a une demande, on ne va pas leur dire « attendez, ça n'est pas parfait, il faut faire ». Alors, je voudrais quand même vous donner la parole, messieurs, dessus. Ce n'est pas parce qu'on parle de produits de beauté, de soins, que vous n'avez rien à dire. Pourquoi les hommes ne seraient-ils pas perfectionnistes? Et encore que je voudrais vous laisser réagir à cela. Est-ce que c'est parce que, comme nous disent les organismes de crédit, les femmes, quand elles reçoivent un crédit pour entreprendre, elles remboursent vite et mieux, et pas les hommes? Est-ce que c'est dû à un mérite, celui des femmes, ou est-ce que c'est parce que comme elles n'ont pas souvent de crédit, quand elles en ont un, elles font ce qu'il faut? Premièrement, l'entrepreneuriat est une ambition personnelle. C'est ce qu'elle a fait, c'est une intuition, et les femmes sont plus intuitives que les hommes, et puis elles dépensent ce qu'elle a programmé, tandis que les hommes parfois peuvent vous dépenser d'une manière non conforme à la conformité. Peut-être parce qu'ils ont trop d'argent et ils peuvent en faire... Non, parce qu'il peut y avoir des dépenses non prévues. Ne suivez pas mon regard. Ça, c'est la première des choses. Oui. D'ailleurs, je vous félicite parce que non seulement vous avez répondu à un besoin, mais aussi vous avez rendu nos mamans, nos femmes et nos filles très belles. Merci. C'est l'occasion de dire que les hommes devraient pouvoir prendre soin d'eux aussi, pas seulement sur la plastique, mais à l'intérieur de soi, parce qu'un monde un peu plus apaisé, messieurs, ça ne gâcherait rien. Hein, voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Nadine. Alors, la beauté pour vendre, moi je dis, il faut vendre, mais il faut d'abord se vendre soi-même. Et dans le Bayam Selam, aujourd'hui, on achète d'abord la personne. Oui, moi je dis à mes vendeurs Bayam Selam, ceux qui viendront, notamment à Londres pour la grande rencontre des artisans. Et donc dans Lady vous écoute, je veux le croire. Voilà, surtout, je leur dis, bah écoutez, préparez-vous, préparation. Préparez vos produits, emballez bien. Vous pouvez voir les produits de cette dame qui sont bien emballés. Et c'est ça aussi l'innovation, le mouvement du Bayam Selam. Il faut qu'on bouge de nos grammaires. Mais il a tout dit, l'économiste. Mais il a parlé comme un livre. Il connaît, bien sûr. Il a uniquement 9 livres à son actif d'économie, voilà. D'ailleurs. Du coup, il sait. Encore. Voilà. Et le Bayam Selam doit donc bouger, innover, changer de ce que notre grand-mère faisait. Il a dit quelque chose de très important qui est de learn by doing. La grand-mère, elle connaît la terre, mais l'architecte, le technicien qui a appris, il ne saura jamais tout ce que la grand-mère sait. Donc, va prendre la connaissance chez la grand-mère. Et aujourd'hui, l'Afrique a perdu ça. Nous ne sommes pas en train de faire ça. Et ces bibliothèques sont en train de mourir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de cacher sa copie de la part de ceux qui savent et qui ne veulent pas transmettre? Ne faut-il pas considérer cet aspect aussi, d'ailleurs? Certaines personnes l'ont fait. Nous avons, lorsqu'on écrivait le livre, on a eu beaucoup de difficultés à parler aux enfants des Bayam Selam. Ceux qui restent, ceux qui sont encore en vie, c'était franchement, on ne veut pas passer le savoir, on ne veut pas... c'est quoi la technique? Comment on fait le gari? Comment on fait ce produit? Ma grand-mère a dit, mais c'est un secret parce que sinon, tout le monde vendrait la même chose si finalement on donne le secret à tout le monde. Je voudrais vous laisser la parole, Gisèle, sur l'entrepreneuriat, même indépendamment des produits. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est un parcours? On y pense, on veut le faire, on a le désir de le faire, mais n'y a-t-il pas d'obstacles? Comment vous avez fait, s'il y en a? Comment avez-vous fait pour les contourner? Chaque jour, quand je me réveille avec un nouveau challenge. Je me dis comment va se passer cette journée. J'ai envie de dire que quand on n'a pas les reins solides, on ne s'avance pas. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas rose. On va rencontrer des belles journées, on va rencontrer des journées sombres. On va rencontrer des personnes qui ne vont pas forcément bien vous parler. Et on va rencontrer aussi des personnes très gentilles. En fait, il faut tenir. Il faut vraiment tenir. Et qu'est-ce qui vous fait tenir? Alors, ce qui me fait tenir, je me dis toujours que je vais faire mieux que hier. Mieux qu'hier? Non. Que demain. C'est ça. Comment dit-on? Que dit l'expression? Je t'aime plus qu'aujourd'hui, mieux qu'hier et plus que demain. On va y arriver. Voilà. Donc, oui. C'est un peu ça. Il faut avoir une vision. C'est ça le plus important.
Il faut avoir une vision. Et de la discipline, hein, quelqu'un disait de la Voilà. discipline. Une vision, la discipline et tenir. Nous vous attendons dans un prochain plateau, une prochaine émission, Gisèle, avec une gamme de produits pour les hommes. Ils sont plus de la moitié de la planète. Nous serions tous... Si je peux rebondir, j'aimerais dire que ma gamme, elle est unisexe. Elle est unisexe. Bon, messieurs, le message est passé, c'est la chef qui l'a dit, ça n'est même pas moi. J'en profite pour dire, avant de rendre l'antenne, que si je suis particulièrement sobelle aujourd'hui, c'est que madame est passée avec son pinceau sur mon tendre désormais et doux visage. Merci Gisèle. Je voudrais faire le tour de table pour le mot de la fin. Vous avez la parole, monsieur Ras. Moi, j'ai envie de rebondir sur la formation. Oui. Parce que c'est vrai que je suis convaincu qu'aujourd'hui, on parle du déclin de l'Occident et de l'essor de l'Asie. Mais moi, je suis convaincu que c'est l'Afrique aussi qui va exploser pour peu qu'elle se donne les moyens. Et un des moyens, comme l'a dit Nadine, c'est la formation. Parce que le monde a changé et on ne peut plus entreprendre aujourd'hui comme on entreprenait hier. Internet, par exemple, ça suppose un certain nombre de connaissances et de compétences et on ne peut pas les inventer. Alors on peut avoir quelqu'un qui aide à droite à gauche, mais il faut créer en fait des écoles de formation à l'entrepreneuriat. C'est ça qui va faire décoller l'Afrique. Votre mot de la fin, tout en rappelant l'agenda, alors ? C'est que l'entrepreneuriat est une intuition personnelle qu'on partage avec les autres dans des raisons d'influence, mais aussi dans des raisons de commerce. Et ça permet à tout le monde d'arriver. Pour l'appeler l'agenda, c'est vendredi prochain, de 14h à 19h, au Palais du Luxembourg, le 25 avril. 2025, donc, au cas où vous regardez cette émission dans 10 ans. Donc, c'est la conférence internationale ici, la sécurité et la paix en Afrique et au Moyen-Orient, qui sont la base du développement. Votre mot de la fin, Gisèle? Alors, mon mot de la fin, c'est que j'invite tout le monde à venir découvrir ma gamme de soins. Et bientôt, le 7 juin, à Paris, au Palais de la Femme, j'y serai. Toujours pour faire découvrir cette nouvelle gamme de soins qui est unisexe. Merci pour ce que vous avez mis en œuvre et merci de rendre ce monde plus beau au travers de votre travail. Vous l'avez vu, hein, les rendez-vous de gens qui entreprennent ne se passent que dans les palais. Il y a le palais de la femme, il y a le palais de... Luxembourg. Le palais du Luxembourg. C'est à vous le mot de la fin pour finir. On va vous accompagner en Angleterre. Je rappelle que votre ouvrage, Le Bayam Selam est le chemin, est paru aussi, bien évidemment, en anglais, Bayam Selam is the way. Yes. Quel est votre mot pour conclure? Mon mot pour conclure, c'est que j'ai eu plein de choses ce soir pour me reconforter dans mon travail qui a duré 3 ans. 3 ans de recherche pour écrire Bayam Selam is the way, Bayam Selam est le chemin. Et ce soir, je suis convaincue que Bayam Selam est le chemin si les hommes et les femmes entrepreneurs sont formés. Merci à vous pour ce que vous faites. Continuez, ne vous arrêtez jamais. Merci à vous, amis téléspectateurs, pour votre fidélité à Lady vous écoute depuis 2008. Si vous n'étiez pas là, nous serions bien peu de choses. Rendez-vous dans notre programme prochain. Et d'ici là, portez-vous bien. Vendez, achetez, vendez. À bientôt.